Nous passons maintenant au deuxième chapitre qui concerne l'impact et la gestion du sol dans l'agriculture. Avec ce premier chapitre sur la nature du sol. Donc la question posée est qu'est-ce qu'un sol? Comment définir ce qu'est un sol? Y a-t-il un sol sur la Lune ou sur Mars? Y a-t-il un sol dans le désert? Y a-t-il un sol dans une forêt? Y a-t-il un sol au fond des océans? On va voir que la réponse n'est pas forcément oui à toutes ces questions, parce qu'un sol donc se définit donc comme une interface. C'est une interface entre ce qu'on appelle la lithosphère, c'est-à-dire le manteau de pierre, la croûte, le manteau supérieur des plaques tectoniques, de la croûte terrestre donc, de l'atmosphère, l'enveloppe gazeuse de la Terre, de l'hydrosphère, l'enveloppe liquide avec le cycle de l'eau, et de la biosphère. Les êtres vivants contribuent et font partie de la constitution d'un sol. Donc finalement, le sol, c'est ce qu'on appelle la couverture aussi pédologique, la peau de la Terre, mais qui se développe uniquement par des interactions dynamiques entre ces dimensions, ces éléments, et qui constituent le fondement de la vie sur les terres émergées. Ce sol, nous allons le voir, est organisé aussi en horizon, donc on va le définir assez rapidement. Vous voyez ici en bas donc, la notion de pédon, alors pédologique, hein, c'est relatif au sol, hein, la science du sol. Le pédon serait une unité de sol dans un paysage. On pourrait définir une unité homogène de sol, d'une taille de quelques mètres de diamètre, par exemple. C'est pas une notion qui est utilisée partout, surtout une notion américaine. Mais vous voyez qu'on peut essayer de découper, d'analyser le sol alors, dans différentes dimensions. On va voir que le plus important, c'est de comprendre sa dimension horizontale, c'est-à-dire les différents horizons, les différentes couches de sol entre la surface et la roche-mère. Alors donc, on va décrire le sol effectivement en fonction de ses couches horizontales. Un horizon dépend et défini selon son épaisseur, sa composition granulométrique, on y reviendra assez longuement, c'est ce qu'on appelle la texture du sol, c'est-à-dire sa composition en argile, limon, sable et cailloux. Également le degré d'altération de la roche-mère, c'est une notion sur laquelle on va revenir tout de suite. Le sol est produit par l'attaque en milieu hydrique de la roche-mère par des acides ou des bases. Il est également défini par ses propriétés physico-chimiques, telles que son pH. Alors voyons voir les horizons classiques qu'on va retrouver partout. On les divise en deux. Les horizons humifères, O et A, et puis les autres horizons. Donc les horizons humifères sont les horizons superficiels, qui sont les plus riches en êtres vivants. L'ensemble des horizons constitue le profil du sol, ou encore solum. Alors commençons par l'horizon O. L'horizon O est constitué de litière et de matière organique en cours de décomposition, en cours de transformation. Lui-même, cet horizon O peut être décomposé en trois horizons. L'horizon OL, la litière, avec les débris bruts. C'est là, quand vous baladez en forêt ou dans un champ, que vous allez trouver les morceaux de bois, de feuilles, etc., quasiment intacts, ce qu'on appelle la litière. L'horizon OF, ou horizon de fragmentation, qui possède des propriétés physiques de température et d'humidité optimales. Il est isolé de l'air par la litière. Et à ce stade, les débris sont suffisamment décomposés, fragmentés, pour ne plus être reconnaissables. On ne sait plus si on a affaire à un ancien morceau de bois, de feuilles, d'herbes, etc. Et enfin, l'horizon OH, ou horizon humifère, qui contient de la matière morte transformée par les organismes du sol. Nous reviendrons sur la notion d'humus, qui est très importante. Sous les horizons O, on va trouver l'horizon A, qui est un horizon mixte qui contient à la fois des éléments minéraux et de l'humus. Dessous se trouve un horizon E qui est lessivé, donc il est parcouru par l'eau d'infiltration, et il est pauvre, puisque les ions, les argiles, les composés humiques, etc., ne font que passer dans cet horizon, pour aller s'accumuler dans l'horizon B qui est en dessous, qui est une zone intermédiaire d'accumulation, un horizon riche donc. Ensuite se trouve l'horizon S, dans lequel se produit l'altération physico-chimique
et biochimique de la roche, l'horizon C, qui constitue la roche-mère peu altérée, et enfin l'horizon R, qui est la roche-mère non altérée. C'est littéralement la couche géologique sur laquelle se forme le sol. Donc on voit ici qu'il y a une dynamique entre la surface et la roche-mère. Le sol, c'est un sandwich entre la surface, la litière et la roche-mère, avec des horizons d'accumulation, des horizons plus pauvres, et puis des phénomènes physico-chimiques qui se passent en surface, qui sont plutôt d'origine biologique pour transformer la matière organique, et des phénomènes physico-chimiques qui se passent au niveau de la roche-mère, et qui sont moins de nature biologique, mais plutôt de nature chimique, pour altérer, dégrader la roche-mère. Alors justement, qu'est-ce que la roche-mère ? C'est le substrat sur lequel se forme le sol. Elle est très importante puisqu'elle va transmettre ses caractéristiques physico-chimiques au sol, en fonction de sa composition. On distingue 3 types de roches-mères. Les roches d'origine magmatique, comme les ignées, donc qui sont issues de matériaux en fusion. Vous avez déjà entendu parler du granit, peut-être de la diorite aussi. Les roches sédimentaires, qui sont issues de l'accumulation et de la compression de débris de roches ignées ou métamorphiques, comme le calcaire, le grès, le gypse, la dolomie. Donc ce sont des roches d'origine secondaire, si on veut, c'est-à-dire qu'elles sont issues sont des roches recomposées à partir de débris, de poussières, de roches magmatiques et métamorphiques. Et puis troisième catégorie, les roches métamorphiques, qui sont issues de la transformation d'autres types de roches sous l'effet de la pression et de la température en profondeur, cette fois. Donc là, on a aussi une dynamique vis-à-vis de la tectonique des plaques, avec des roches qui sont produites, qui sont dégradées, réduites en poussière, puis recondensées, retassées en roches sédimentaires, et éventuellement réenfouies dans le magma pour redonner d'autres types de roches à forte pression et forte température. Donc ces roches métamorphiques sont l'ardoise, le schiste, le gneiss, etc. Voici donc quelques exemples, quelques images pouvant illustrer ces types de roches-mères avec les sols qu'on peut trouver dessous. Donc un basalte, donc, qui est une roche ignée, une roche métamorphique, le gneiss, et puis une roche sédimentaire, le calcaire, qui contient ici plus de 50% de carbonate de calcium. Eh bien, on peut faire des cartes géologiques montrant la nature de la roche-mère, c'est-à-dire du substrat, du socle sur lequel se développent les sols. Donc on va voir effectivement, selon les phénomènes géologiques en jeu, la présence de volcans, la présence de pression, de failles tectoniques, de pression qui produisent donc les montagnes, etc. On va avoir différents types de sols. L'histoire des sols se démarre donc lorsque les premiers végétaux ont conquis la terre ferme, il y a environ 400 millions d'années. La photosynthèse a permis de créer les conditions de la vie microbiologique du sol. Donc c'est important de comprendre ça, c'est que c'est parce que des végétaux ont pu coloniser la terre ferme que des bactéries, des micro-organismes et des champignons en symbiose se sont installés également dans le sol et c'est ce qui a démarré, si vous voulez, le cycle de production du sol, faisant intervenir de la matière organique. La formation des sols est lente, elle se mesure à l'échelle de siècles, de millénaires. Alors comment exactement se forme un sol ? Au départ, on va avoir une roche primaire. C'est ce que vous avez à gauche sur ce schéma. Donc une roche constituée de minéraux primaires. C'est un milieu dense. Ces minéraux sont par exemple les feldspaths, les micas, le quartz, la calcite. Donc par exemple le feldspath, en bas à gauche, vous voyez, sa formule, c'est Si3Al O8K. Donc c'est une grosse molécule contenant du silicium, de l'aluminium, de l'oxygène et du potassium. Et sous l'action de l'eau et du temps, cette roche primaire, ce minéral primaire, va être érodé et oxydé pour donner des minéraux secondaires. Minéraux secondaires qui seront moins denses, beaucoup plus poreux, parfois carrément meubles, friables, avec des pertes de matière et des résidus de minéraux primaires qui peuvent persister dans ce minéral secondaire. Donc ces minéraux secondaires, ce sont des oxydes, des sels, c'est-à-dire des ions, des hydroxydes de fer, d'aluminium, de silicium, des gypses qui sont issus de la calcite,
et surtout des argiles très importantes pour la formation des sols. Donc vous voyez qu'à partir des feldspaths, après oxydation, érosion, donc minéralisation secondaire, on obtient H4SiO4 qui est l'acide silicique, AlOH3 qui est l'hydroxyde d'aluminium, et du potassium. Donc des ions et des oxydes et des hydroxydes. Cette altération de la roche-mère en présence d'eau peut avoir plusieurs sources, plusieurs causes. D'abord, une altération géochimique qui correspond à une hydrolyse, donc en présence d'eau, totale de la roche, en milieu neutre. En milieu neutre, c'est-à-dire dépourvu de matière organique. La matière organique acidifie, produit des acides. Donc dans ce cas, on aura une libéralisation et une solubilisation totale des constituants minéraux primaires, avec ce qu'on appelle la formation, la néoformation d'argile et d'oxyde de fer et d'aluminium. Ensuite, on distingue les altérations biochimiques, donc qui, elles, ont lieu soit en milieu calcaire, dans une solution de tampon carbonate, par une hydrolyse neutre, qui va également produire une néoformation d'argile, donc qui est très proche des minéraux d'origine. Par exemple, le mica va donner des ylites. Ou en cas d'activité biologique forte, en présence de matière organique qui est minéralisée, qui libère des acides, une acidolyse, c'est-à-dire une hydrolyse acide, avec néoformation d'argile dite de dégradation, telles que les vermiculites. Et en cas d'activité biologique faible, une minéralisation incomplète de la matière organique, et au contraire une complexolyse, c'est-à-dire que les acides organiques solubles se lient aux ions métalliques, ce qui inhibe la formation de nouvelles argiles, et peut même contribuer à dégrader les argiles existantes. Donc vous voyez une dynamique qui dépend de la nature de la solution du sol, de son acidité, qui elle-même dépend très directement de la présence ou non de matière organique. Alors un mot sur les feldspaths, qui sont les minéraux les plus abondants dans l'écorce terrestre. Ils contiennent l'essentiel des atomes d'aluminium, de sodium, de potassium, du calcium et du silicium. Leur présence dans les sols, leur quantité, leur abondance, est une clé de classification des sols, qui est assez importante, donc dans une logique de classification systématique des sols, un peu comme on fait une classification systématique des êtres vivants, on en reparlera. Et c'est leur altération donc, qui est à l'origine de la mise en solution des ions alcalins et de la formation d'un très grand nombre d'argiles, donc qui sont très importants pour la production des sols. Donc, cette transformation des feldspaths en produits argileux est un des phénomènes clés de la géochimie de surface. La deuxième étape donc, pour former un sol, après cette altération géochimique et biochimique de la roche-mère, c'est l'acquisition d'une structure en horizon. Donc dans ce cas, on va avoir donc, un cycle avec le cycle de l'eau, donc qui va, par la pluie, donc, créer ce qu'on appelle une solution d'attaque. En dissolvant des minéraux présents à la surface du sol, ces minéraux vont produire des attaques acides ou neutres, on l'a vu, pour donner ce qu'on appelle une solution d'altération, qui permet d'altérer la roche-mère. Elle va percoler jusqu'à la roche-mère, etc. Cette percolation va donner une nouvelle solution d'attaque dans un nouvel horizon. Et à chaque fois, à chaque étape, on a fabrication de minéraux secondaires à partir de minéraux primaires. Donc évidemment, plus on va vers le fond, vers la roche-mère, moins la roche-mère est dégradée. Et plus on est dans les horizons superficiels, plus il y a de minéraux secondaires, c'est-à-dire de roche-mère altérée, dégradée. Tout ceci, évidemment, en lien avec une activité biologique plus ou moins forte, selon les horizons et selon les types de sols, de climat, etc. Cette acquisition d'une structure en horizon se double aussi d'un changement de la topologie, c'est-à-dire de la création d'un relief, puisque on est sur des échelles de temps géologiques pour la formation d'horizons. Il y a aussi le phénomène d'érosion, avec tout simplement le départ de particules par une érosion mécanique et une descente de la surface topographique par rapport au niveau initial. Alors, quelle est l'utilité écosystémique du sol ? Évidemment, c'est d'abord le support du peuplement végétal, animal et humain. C'est aussi un réservoir de nutriments minéraux
pour la nutrition végétale. Le sol joue un rôle de filtrage et d'épuration de l'eau. Et c'est également, évidemment, pour l'activité humaine, une source de matériaux de construction. Maintenant, voyons les systèmes de classification des sols. Donc, il y a plusieurs initiatives, plusieurs systèmes qui ont été mis en place pour essayer de classer les sols selon leurs propriétés. Alors, ça repose sur un grand nombre de critères. On a l'USDA Soil Taxonomy. Donc, USDA, c'est le Department of Agriculture, donc c'est le ministère de l'Agriculture, si on veut, des États-Unis. Le référentiel pédologique français, un système unifié entre laboratoires du monde entier, le WRB, World Reference Base. Donc voilà, il existe différents systèmes, malheureusement c'est pas complètement unifié, pour classer les sols, les comparer. En première approche, on peut déjà simplement classer les sols en 3 types. Les sols dits pulvérulents ou grenus, donc qui contiennent des particules assez grosses pour être visibles à l'œil nu, c'est-à-dire des sols contenant des graviers ou des sables. Deuxième catégorie, les sols fins, qui contiennent des particules invisibles à l'œil nu. Ce sont les limons et les argiles. Les argiles, on les appelle aussi couramment des sols cohérents, collants. Et puis les sols organiques, qui sont très riches en matière organique, donc supérieurs à 30% de matière organique. Voyons le système de classification de l'USDA. Il est fondé sur les relations naturelles entre les sols et les facteurs responsables de leurs caractéristiques, donc les facteurs physiques, chimiques et biologiques. Il est important de noter que l'usage du sol, ce qu'on en fait, est exclu, en pratique, de la classification. Alors, cette classification fait intervenir 12 ordres. Ces ordres sont essentiellement différents selon la présence ou l'absence d'horizons diagnostiques, d'horizons particuliers. Ces 12 ordres sont divisés en 63 sous-ordres, selon les propriétés d'humidité, de température, et plus généralement les propriétés physico-chimiques du sol. 250 grands groupes, divisés aussi en 1400 sous-groupes. Ces sous-groupes sont divisés en 8000 familles et on a plus de 20 000 séries. Donc là, ce sont des sols qui ont une signification strictement locale, hein, avec des nuances par rapport à des groupes de niveau supérieur. Les critères, les propriétés physiques, chimiques, biologiques et la présence de certains horizons diagnostiques. Voilà qui crée donc une classification. Alors voici les 12 ordres qui sont classés par ordre décroissant de désagrégation de la roche-mère. En haut, on a l'antisol, donc qui a peu ou pas de profil, hein, donc le matériau parent, la roche-mère, n'est pas désagrégé. Il ne contient donc pas d'argile ni de matière organique. C'est un sol tout neuf, si on veut. Ensuite, vous avez l'inseptisol, qui contient peu de profil, l'andisol, qui est développé sur des éjections volcaniques assez récentes, le gélisol, qui est gelé en permanence, donc qui a une dynamique aussi de désagrégation de la roche-mère qui est faible, qui est lente. Vous connaissez le permafrost, par exemple, en Sibérie ou en Alaska. L'histosol, donc, qu'on trouve dans les zones humides, avec une accumulation de résidus de végétaux. L'absence d'oxygène, en fait, crée une activité biologique relativement faible, qui, elle aussi, est peu propice à la dégradation rapide de la roche-mère. Les aridisols, qu'on trouve dans les sols secs. Les vertisols, riches en argile. Donc là, ce sont déjà des sols évolués, dans lesquels on a une minéralisation secondaire. Les mollisols, très importants, donc ce sont les sols sombres des plaines, hein, dans des anciennes prairies, et ce sont les plus productifs au monde. On va trouver ça dans des grandes plaines, des grands bassins fluviaux, dans le Middle West américain, dans le nord-ouest de l'Europe, en France, etc. Là, en Beauce, par exemple. Les alphisols, donc des roches-mères moyennement désagrégées, en conditions modérément acides, donc ça c'est dans les forêts de feuillus et les savanes. Les ultisols, qui sont des roches-mères déjà fortement désagrégées, en conditions acides, ce qu'on trouve dans les forêts tropicales et subtropicales. Les spodosols, donc la roche-mère est désagrégée et très acide, donc dans les forêts humides et froides. Et les oxysols, donc ce sont directement des oxydes de fer et d'aluminium, avec une roche-mère totalement désagrégée. Et ce sont des sols chimiquement pauvres, c'est-à-dire qui ont peu de réserves, puisque la roche-mère est déjà entièrement désagrégée. Ce qu'on trouve dans les forêts pluviales, donc les forêts équatoriales, par exemple. Donc vous voyez, c'est assez intéressant aussi. Donc les sols les plus productifs sont les mollisols, sont des sols de désagrégation intermédiaire de la roche-mère, c'est-à-dire qu'ils contiennent à la fois une grande réserve sur la durée
de minéraux secondaires qui vont être produits au fil des millénaires par la roche-mère. Et puis vous pouvez avoir aussi des systèmes extrêmement productifs comme les forêts équatoriales, mais sur des sols qui sont chimiquement pauvres, et toute la dynamique de ces sols repose sur le recyclage de la matière organique. C'est-à-dire qu'il y a suffisamment d'humidité et des températures suffisamment élevées pour que le cycle de la matière organique soit très rapide, sous l'action de très nombreux organismes avec une très grande biodiversité, notamment au niveau fongique. Et c'est cette dynamique de la matière organique qui permet d'entretenir des arbres géants, des fougères et toute cette végétation luxuriante. Notez que lorsqu'on brûle ce type de forêt pour faire des champs, ces champs sont productifs pendant quelques années seulement. Et ils perdent très vite leur fertilité parce que justement, ce sont des sols qui n'ont aucune dynamique propre, aucune réserve de production de minéraux secondaires. Donc une fois qu'on a cassé cette dynamique de la matière organique, eh bien, il faut aller un peu plus loin, brûler encore quelques hectares de forêt pour que ça fonctionne, ou alors évidemment bombarder avec des engrais chimiques. On peut représenter cette taxonomie des sols USDA sous la forme ici d'un arbre. Donc à gauche, vous avez les antisols, les sols neufs, récents. La roche-mère est peu ou pas désagrégée. Donc weathering en anglais, c'est désagrégation. Ce que vous voyez, la flèche en bas, le degré de désagrégation de la roche-mère. Et puis jusqu'aux oxysols, qui sont directement des oxydes. Ce ne sont que des minéraux secondaires. Il n'y a plus de roche-mère. Et donc ces sols qui sont extrêmement évolués, extrêmement anciens. Enfin anciens. En tout cas, qui ont évolué vers leur état final, si on veut. Voici quelques photos donc, pour illustrer simplement entre un antisol à gauche, vous voyez, il n'y a pas de matière organique, il n'y a pas de litière, il n'y a pas d'horizon, et un oxysol à droite, qui lui aussi est parfaitement désagrégé. Et entre les deux, vous voyez un mollisol, on voit différentes couleurs, différentes textures, avec beaucoup de matière organique, et ce sont des sols extrêmement riches. Pour information, simplement, je montre un autre système ici, la World Reference Base, donc avec 32 grands types de sols. Donc voilà, c'est simplement un autre système de classification, mais qui utilise à peu près les mêmes principes. Voyons maintenant les états physico-chimiques du sol. Donc pourquoi est-ce que cet état physico-chimique est important ? Eh bien, parce qu'il va influencer énormément de paramètres importants en agriculture. Donc cet état physique est défini par la texture et la structure. Donc deux termes qu'il faut bien comprendre, il faut bien connaître la définition, et qui sont très importants pour la germination, la levée des graines, la croissance racinaire, les mouvements d'eau et les mouvements des éléments, en particulier les minéraux nutritifs qui y sont dissous, la répartition donc entre l'eau qui va ruisseler ou s'infiltrer, le transfert d'eau vers les racines ou en profondeur, le cycle des éléments nutritifs, les risques de pollution aussi, et l'aération des racines, donc la présence d'oxygène et la vie biologique du sol, qui a un impact très important sur la performance des cultures. Notez que l'état physique du sol, on va voir essentiellement la structure en fait, uniquement quasiment la structure, sauf cas particulier, peut être influencé par les pratiques culturales. Le fait de travailler ou pas le sol, de passer des engins lourds, d'appliquer des amendements, humiques et calciques en particulier, de pratiquer la jachère, l'enfouissement des résidus de culture, etc., etc. Donc ces deux paramètres physiques du sol, texture et structure, sont vraiment très importants pour comprendre la fertilité du sol. Commençons par la texture. La texture dépend en fait de la granulométrie, c'est-à-dire de la taille des particules du sol. C'est un des critères de description les plus importants d'un sol. Donc on a 3 constituants minéraux qui sont classés en fonction de leur granulométrie, de la taille des particules qui les composent. Les sables constitués de grosses particules, 50 micromètres à 2 mm. Les limons, qu'on appelle silts en anglais, de 2 à 50 microns. Et puis les argiles, qui sont des particules inférieures à 2 micromètres. On peut rajouter aussi la présence d'éléments grossiers qui sont classés selon leur taille. Donc les éléments supérieurs à 2 mm sont classés par dimension. Donc de 0,2 cm à
2 cm, on appelle ça des graviers, de 2 à 5 cm des cailloux, de 5 à 20 cm des pierres, et au-delà de 20 cm des blocs. Les informations importantes pour comprendre les propriétés du sol concernant les éléments grossiers sont leur pourcentage, leur disposition dans le sol, est-ce qu'ils sont en profondeur, en surface, concentrés à un endroit ou répartis sur tout le champ, et leur nature minéralogique, leur dimension, leur forme, est-ce qu'ils sont durs ou pas. Ça peut avoir des conséquences importantes en termes de travail du sol et d'usure des outils utilisés pour travailler le sol. Les conséquences agronomiques de la présence de ces éléments grossiers, on l'a déjà partiellement vu là. Donc la diminution de la réserve utile du sol, c'est la teneur en eau utilisable par les plantes. L'usure des pièces mécaniques, le développement racinaire qui va être entravé si on a beaucoup d'éléments grossiers, et la protection contre l'évaporation, la présence de gros blocs de pierres, etc., va entraver, va limiter l'évaporation directe de l'eau à la surface du sol. On représente la texture d'un sol, c'est-à-dire la proportion de ces différents éléments, argile, limon, sable, dans ce qu'on appelle un triangle de texture. Vous en avez un ici, donc vous avez une dimension du triangle pour chaque pourcentage de granulométrie. On distingue 4 grands types de sols, ceux qui sont plutôt sableux, ceux qui sont intermédiaires avec du sable, du limon et des argiles, les limons, ceux qui sont à dominance de limon et ceux qui sont à dominance d'argile. On peut retrouver ici 12 classes structurales texturales selon l'USDA. Les sables, là il y a une erreur dans le diaporama, je la corrigerai. Les sables limoneux, les loams sableux, les loams tout court, les loams limoneux, les limons, les loams sablo-argileux, les loams limoneux argileux, les argiles sableuses, les argiles limoneuses et enfin les argiles pures. Alors voyons voir le sable. Donc une texture sableuse se caractérise par la présence de grains de grosse taille de quartz. Donc c'est SiO2, du dioxyde de silicium. C'est le minéral le plus commun de la lithosphère, donc de la roche à la surface de la Terre. Donc c'est jusqu'à 12%. Ce sont des grains qui peuvent être composés donc, de minéraux primaires un peu différents, les feldspaths, les micas, etc., les calcites, et qui contient évidemment très peu de minéraux secondaires. Ces minéraux primaires n'ont pas subi l'effet d'une altération, comme on vient de le voir tout à l'heure, et en particulier d'oxydation. Les conséquences en termes agronomiques de la présence de sable dans un sol, eh bien, c'est d'abord qu'il s'agit, c'est un point positif, d'un sol bien aéré, qui sera facile à travailler, mais qui va user rapidement les outils à cause du quartz qui est très abrasif. C'est également un sol qui est pauvre en éléments nutritifs. Il a une faible capacité d'échange d'anions et de cations avec les plantes et la solution du sol. Et il est pauvre en réserve en eau. C'est un sol qui est très drainant. Un avantage, en revanche, c'est qu'il va se réchauffer plus vite au printemps que d'autres types de sols. Donc ça va avoir une influence sur le calendrier des travaux agricoles. Les limons, ensuite, qui contiennent moins de quartz et moins de minéraux primaires que les sables, et ils ont déjà plus de minéraux secondaires, ils sont plus altérés. C'est un matériau qui est assez inerte, il est peu ionisé, il a peu de charge électrostatique, et donc il va peu fixer de cations. Son comportement agronomique, un limon, c'est qu'il a une assez faible rétention en eau. Il a également une faible capacité à retenir des ions minéraux nutritifs, à se lier à d'autres particules du sol en particulier. On verra que ça a une influence sur la texture. Et s'il y a un excès de limon et une insuffisance d'argile, on aura ce qu'on appelle une structure massive, avec de mauvaises propriétés physiques pour travailler le sol ou pour l'enracinement, qui peut être corrigée en augmentant la matière organique sous forme d'humus et en apportant du calcium. Enfin, les argiles donc, qui sont des minéraux secondaires, très altérés, très modifiés, à partir de minéraux primaires. Ils sont globalement électronégatifs, donc ils ont des charges négatives à leur surface qui leur permettent d'absorber des ions positifs qui seront échangeables ensuite avec la solution du sol,
Quand l'eau va passer, elle va pouvoir décrocher ou raccrocher des cations. Les argiles se lient facilement aux autres composants du sol, les composés organiques, les carbonates, les oxydes de fer. On va voir que ça a une importance très grande sur la structure. Et détermine les propriétés physiques du sol. C'est déterminant, l'argile, en termes d'agrégat, de structure, de stabilité structurale, mais aussi de porosité, on va le voir. Donc le comportement agronomique des argiles, d'abord, ce sont des sols chimiquement riches, donc, puisqu'ils ont cette capacité à fixer les cations, mais ils ont globalement de mauvaises propriétés physiques. Les argiles sont collantes, en fait. Elles sont lourdes et elles peuvent être asphyxiantes. Elles permettent de constituer une réserve d'eau, mais parfois, effectivement, elles constituent des couches imperméables et du coup mal aérées, mal oxygénées. En excès, on a un sol lourd qui est collant s'il est humide, difficile à travailler et qui se réchauffe lentement au printemps. On peut corriger partiellement les mauvaises propriétés physico-chimiques d'un sol très riche en argile en utilisant de la matière organique qui va créer de l'humus. Alors ces argiles, on peut insister un peu dessus, essayer de comprendre clairement leur structure. Donc ce terme argile désigne des particules petites, on l'a vu, inférieures à 2 microns, mais il y a également un sens minéralogique au terme argile, c'est ce qu'on appelle des silicates d'alumine microcristallins, qui sont plus ou moins hydratés et qui ont la propriété d'être organisés en feuillets. Alors ces feuillets sont constitués de couches de tétraèdres de silice et de couches d'octaèdres d'alumine. Donc vous avez ceci en bas à gauche, donc vous voyez ce qu'est un tétraèdre de silice, vous avez un atome de silice entouré de 4 atomes d'oxygène. C'est un silicate tétraédrique, et ces silicates s'associent pour former donc un feuillet de couches cristallines de silicate, qui est globalement chargé négativement. Et puis vous avez les octaèdres, donc qui s'organisent autour d'un atome d'aluminium ou de magnésium, entourés d'atomes d'oxygène et de fonction hydroxy, OH, qui s'organisent également ensemble en feuillets qui sont globalement chargés positivement. Et donc ces feuillets chargés négativement et positivement vont s'empiler les uns sur les autres, donc pour donner les différentes argiles. Et ces argiles, il y a une nomenclature qui dépend de la structure en feuillet, de l'alternance de feuillets tétraédriques et octaédriques. Ce qui est très intéressant, c'est que certaines de ces organisations en feuillets peuvent piéger des molécules d'eau par interaction électrostatique. Et donc, c'est ce qui explique en fait ces propriétés hygromorphes des argiles. Alors, qu'est-ce qu'une texture équilibrée, idéale, si on veut ? Idéalement, elle aurait les propriétés positives des argiles, des limons et des sables, sans en avoir les défauts. Donc, un cas typique, ça va être 40 à 50% de sable, 30 à 35% de limon et 20 à 25% d'argile. Il faut rajouter évidemment la présence de matière organique. C'est pas indiqué parce que la matière organique ne fait pas partie de la texture. On verra qu'elle contribue à la structure. La répartition de ces particules aussi est importante. C'est-à-dire que vous pouvez avoir des phénomènes d'accumulation dans certains horizons explorés par les racines, ou au contraire une répartition homogène qui va favoriser un meilleur enracinement. Alors pour gérer la texture d'un point de vue agronomique, c'est pas évident, c'est une propriété plutôt inhérente du sol. On peut difficilement l'influencer. On peut faire des apports de sable, par exemple, en maraîchage, pour améliorer la texture. Et c'est plutôt un élément qu'il faut connaître précisément et pour pouvoir en tenir compte et adopter des pratiques agronomiques adaptées. Alors la deuxième propriété physico-chimique du sol qui est importante, c'est la structure. Donc contrairement à la texture qui est liée à la présence de particules de différentes tailles, ici, ce qui concerne la structure, c'est l'agencement de ces particules dans le sol. Et on inclut donc les sables, les limons, les argiles de la texture, mais aussi la matière organique. Comment ces particules s'organisent les unes par rapport aux autres. Les particules isolées vont s'assembler en grumeaux, puis en agrégats plus ou moins stables,
en fonction de la teneur en matière organique et en ions flocculants, c'est-à-dire en cations, des cations de fer, de calcium, de magnésium. Et les classes structurales, donc ce qui permet de classer les différentes structures, sont d'abord, et c'est le plus important, le degré de structure, c'est-à-dire l'intensité d'agrégation. Y a-t-il beaucoup d'agrégats ou pas? Est-ce que cette agrégation est absente, faible, modérée ou forte? Donc à quel point, à quel degré le sol est-il structuré? Ensuite, la taille de ces agrégats, qui peut être fine ou grossière, et puis leur forme. Ça peut former des granules, des prismes, des blocs, des plaques. Vous avez des exemples dessous de types de structures de sol qu'on va trouver à différents horizons. Mais ce qui est important, c'est surtout le degré de structure, le fait qu'il y ait ou pas une structure. Alors ce degré de structure, en l'absence de structure, on n'a aucun agrégat, aucune organisation visible. Et là, ça peut concerner deux cas extrêmes et opposés. Soit une structure massive, ce qu'on appelle un sol cohérent, avec un horizon entier qui est cimenté en une seule masse. Ou au contraire, une structure en grains, granulaire, avec un sol totalement non cohérent, qui n'a aucune tendance à s'agréger non plus. Donc soit vous avez un seul bloc et aucun agrégat à l'intérieur de ce bloc, soit vous avez un système granulaire, pulvérulent, avec du sable pur, qui lui-même ne fait aucun agrégat. Ensuite, vous avez des structures faibles, avec quelques agrégats qui se distinguent, des structures modérées, et puis des structures fortes, avec des agrégats distincts, surtout durables, dans un sol qui n'est pas travaillé. Cette structure va avoir une importance capitale pour définir la porosité du sol. Un espace structuré avec des agrégations, avec des agrégats, va pouvoir contenir des pores susceptibles de contenir à la fois de l'air et de l'eau. Et ça a un impact très important et direct sur le fonctionnement du couvert végétal au niveau des racines. Ça va conditionner la germination, le développement racinaire, la respiration des racines. C'est un facteur de fertilité du sol extrêmement important, que l'agrégation qui conditionne la porosité. Donc cette structure, cette stabilité structurale va être fonction de la composition granulométrique, c'est-à-dire de la texture, pourcentage d'argile, de limon, de sable, de la nature minéralogique de ces argiles. On a vu qu'il en existait différentes sortes selon l'alternance des feuillets tétraédriques et octaédriques, qui ont des propriétés différentes vis-à-vis de l'eau en particulier, et la nature des cations adsorbés sur ces argiles. Également, la stabilité structurale va dépendre de la teneur en matière organique pour produire ce qu'on appelle de l'humus. Alors voyons d'abord la composition granulométrique, c'est-à-dire la texture. On a un triangle des textures. Eh bien, ce qui se dégage, c'est que plus il y a d'argile, plus la structure est stable. Maintenant, la nature minéralogique des argiles et des cations adsorbés sur ces argiles. Donc, voyons d'abord la nature minéralogique des argiles avec un exemple. On ne va pas faire un cours complet là-dessus. C'est juste pour comprendre l'idée. La montmorillonite, qu'on appelle aussi terre de Sommières, qu'on trouve dans le Gard. Donc c'est une argile de type 2,1, c'est-à-dire dite aussi TOT, pour tétraèdre, octaèdre, tétraèdre. Un feuillet est formé de 3 couches. Une couche octaédrique, donc d'oxyde d'alumine, et 2 couches tétraédriques de silicate. C'est un des constituants principaux des argiles dites gonflantes, donc qui prennent du volume. Et elles sont intéressantes parce que lorsqu'elles se dessèchent, elles créent des fentes de dessiccation dans le sol, qui exercent en fait naturellement un travail du sol en profondeur. Donc le fait de voir des fentes dans un sol très sec n'est pas forcément mauvais signe. Ça indique que le sol est sec, ça c'est sûr, mais ça indique aussi qu'il y a un travail physique du sol qui est fait spontanément, avec notamment un décompactage du sol. Les montmorillonites vont augmenter, la montmorillonite va augmenter la réserve utile en eau du sol, ce qui peut permettre de limiter l'irrigation. Et elle a une surface moléculaire très élevée, c'est-à-dire qu'elle est favorable aux liaisons avec des cations, qui vont d'ailleurs limiter le gonflement des argiles. Et ces cations peuvent être des minéraux importants pour la nutrition végétale, comme par exemple le potassium, K+.
Alors essayons de comprendre quelque chose de fondamental ici, qui est la façon dont les argiles se comportent dans le sol, en présence d'eau et de cations. Si on met des argiles en suspension dans de l'eau, des argiles pures, ce sont des grosses molécules chargées négativement qui vont se produire, qu'on appelle des colloïdes, et qui se repoussent mutuellement. Elles sont donc dispersées, et elles vont donc flotter comme ça dans l'eau. Si on rajoute un cation comme le calcium, Ca2+, il va créer des ponts entre les colloïdes d'argile et entraîner ce qu'on appelle une flocculation, c'est-à-dire une agrégation et une précipitation du complexe argile-calcium. On parle de pont calcique, et cet état flocculé va tomber au fond. On a obtenu une structure. On avait un état dispersé, on obtient un état flocculé. L'intérêt agronomique est majeur. La présence de calcium et d'argile forme une espèce de colle qui lie les différents éléments du sol, qui va leur donner une stabilité, c'est-à-dire les empêcher d'être entraînés par la pluie et de colmater les pores du sol. C'est ce que vous avez en bas. Une argile flocculée qui contient beaucoup de cations crée comme ça des structures avec des pores, et lorsqu'il pleut, eh bien, les pores vont les permettre à l'eau de s'infiltrer. On a un sol perméable. Et au contraire, lorsque vous avez des argiles dispersées parce qu'il y a peu de cations, lorsqu'il pleut, ça va former un sol tassé, sédimenté et asphyxiant, qui devient imperméable, avec donc de très mauvaises propriétés agronomiques. Donc il faut bien comprendre ça. La structure est liée à la présence d'argile et de cations. Et ceci est un facteur de stabilité du sol. Troisième élément important pour la stabilité de la structure, la présence de matière organique. Vous avez ici un graphique montrant l'évolution au cours du temps, en abscisse, vous avez des semaines, mois, années, de la stabilité structurale en fonction, après incorporation donc, de résidus de culture au sol. Donc ces résidus de culture, ça peut être des pailles enfouies, on peut aussi apporter du fumier, donc c'est des pailles mélangées avec de la déjection animale, ou un engrais vert qui est ensuite incorporé au sol, un cipan par exemple. Eh bien, vous voyez que la stabilité structurale maximale va être atteinte à une certaine étape de dégradation de la matière organique en composés intermédiaires qui sont des polysaccharides et des polyuronides qui vont entraîner une stabilité maximale. Donc ce sont des ions qui vont favoriser la stabilité. En fin de décomposition, au bout de quelques mois ou années, on a une stabilité résiduelle qui est essentiellement due à des ions minéraux et non pas à des ions organiques. On voit également que cette stabilité, sa dynamique dépend de la nature de la matière organique. Les engrais verts vont avoir un effet rapide sur la stabilité, alors que le fumier va avoir un effet à plus long terme. La présence de matière organique va entraîner la formation du complexe argilo-humique, c'est-à-dire un complexe responsable de forces qui retiennent les ions, les cations en particulier, qui sont échangeables avec la solution du sol. Donc quand on parle de cations échangeables, ça signifie que ces cations peuvent être échangés entre le complexe argilo-humique, sur lequel ils sont fixés par des liaisons faibles, des liaisons ioniques, et l'eau, qui donc, selon le cycle de l'eau, va être plus ou moins abondante dans le sol, et susceptible de solubiliser ces cations, éventuellement de les entraîner, ou de les amener vers d'autres argiles. L'humus, donc, c'est issu de la matière organique en cours de décomposition. Et ce sont des molécules chargées négativement. On dit que ce sont des molécules d'origine biogénique, elles sont créées par les êtres vivants. Elles sont présentes dans les agrégats du sol, elles ont un rôle écologique et agronomique absolument majeur, dans les forêts, dans les champs, et elles sont notamment responsables de la stabilité et de la productivité des sols. Les sols riches en humus et en matière organique sont exceptionnellement productifs. Je vous parlais des mollisols tout à l'heure, ces sols donc d'anciennes prairies qui contiennent énormément de matière organique à des compositions pas trop rapides et pas trop lentes non plus. Et donc on a quelque chose d'extrêmement stable et d'extrêmement intéressant du point de vue agronomique.
Alors, contrairement à la texture qui ne peut pas être modifiée facilement, à moins d'ajouter du sable, hein, on l'a dit, la structure, en revanche, va évoluer fortement et peut être radicalement modifiée par les pratiques agricoles. On peut avoir dans les sols agricoles une structure qui varie sur quelques mètres, voire quelques décimètres. Déjà sous l'effet des contraintes mécaniques, hein, le fait d'appliquer, de passer des engins lourds sur le sol va tasser, hein, donc on a vu, ça va créer des types de structures en lames tassées. On peut au contraire, avec le labour, le sous-solage ou la herse, le herçage, donc fragmenter le sol et favoriser la présence d'agrégats. Et puis, ça va également évoluer, la stabilité structurale, la structure va évoluer sous l'effet d'agents naturels, le climat, la faune, les racines. Plus il y a de racines et de faune dans le sol, qui créent des trous, des galeries, des passages, eh bien, plus on a de porosité, et donc plus on a de structure. La fissuration, on l'a vu avec l'alternance de température et d'humidité dans certains sols, notamment argileux, va créer des structures. Et puis la croûte de battance, qui est plutôt une structure négative, qu'on va voir juste après. Donc cette croûte de battance, c'est un phénomène qui se produit sur un sol qui a été travaillé, par exemple sur lequel on a fait un lit de semences, c'est-à-dire qu'on a produit une fine couche de terre très fragmentée, donc c'est-à-dire un ensemble d'agrégats avec des vides. Eh bien, les gouttes d'eau qui tapent les agrégats, par un effet splash, en fait, vont déstructurer ces agrégats, entraîner des particules qui se mettent entre les agrégats, dans les vides, et les combles, et on a la formation d'une sorte de ciment, si vous voulez, en surface, donc juste lié à l'effet de l'impact des gouttes d'eau sur les agrégats. Et petit à petit, si ça dure longtemps, on va avoir la formation d'un film impénétrable, d'une croûte stratifiée, sur laquelle l'eau va ruisseler. Donc on a ici quelque chose qui est favorable à l'érosion par ruissellement, et qui est très peu favorable au niveau agronomique, puisqu'il crée une couche asphyxiante à la surface du sol. Alors ça c'est important, on calcule un indice de battance du sol. Donc cet indice de battance, IB, qui dépend du pH. Donc si le pH de l'eau est supérieur à 7, on va avoir une formule. Si le pH de l'eau est inférieur à 7, on en aura une autre. Voyons comment ça s'organise. Mettons, si on a un pH de l'eau supérieur à 7, donc un pH de l'eau plutôt basique, l'indice de battance, c'est 1,5 fois la teneur en limon fin, plus 0,75 fois la teneur en limon grossier, que divise la teneur en argile plus 10 fois la teneur en matière organique, moins 0,2 fois le pH de l'eau. Si le pH de l'eau est inférieur à 7, l'indice de battance, c'est la même formule, sauf qu'on ne soustrait pas le pH de l'eau. Alors qu'est-ce que ça veut dire, cette formule ? Ça veut dire que l'indice de battance, il est d'autant plus élevé qu'il y a de limon, et d'autant moins élevé qu'il y a d'argile et de matière organique. Hein, ça se comprend bien, puisque les limons sont au numérateur de la division, et les argiles et la matière organique sont au dénominateur. Donc un sol est d'autant plus battant qu'il contient des limons et peu d'argile et peu de matière organique. Inversement, un sol sera moins battant s'il contient peu de limons, beaucoup d'argile et beaucoup de matière organique. L'histoire du pH de l'eau, c'est qu'un pH de l'eau élevé, on a la présence d'ion calcium, et donc on va avoir une meilleure structure du sol, comme on vient de le voir juste avant, et donc on va soustraire un coefficient que multiplie le pH pour diminuer l'indice de battance, pour tenir compte du fait que le pH est supérieur à 7 et qu'il est donc favorable à la structure. Comment est-ce qu'on interprète ? Si vous avez un indice de battance inférieur à 1,4, votre sol n'est pas battant. Et si on a un indice de battance supérieur à 1,8, en gros, on a un sol battant. On peut modifier la battance du sol par un entretien, donc en ajoutant par exemple du calcium, ou en laissant une litière des résidus de culture en surface, sous forme d'une sorte de mulch, si on veut, qui va protéger le sol des gouttes d'eau, tout simplement.
Voyons maintenant les profils de sol. Un exemple ici de classification du sol. Comment est-ce qu'on procède? D'abord, vous pouvez rapprocher le sol avec une classe connue. Ici, on est dans le système de classification des sols WRB. Donc ça se passe près de Montpellier, en climat méditerranéen subhumide, avec une altération de la roche directement par la racine. C'est une forêt méditerranéenne avec une roche calcaire, donc sédimentaire, qui est désagrégée et dissoute par le système radiculaire. Donc les racines larguent dans l'horizon C des acides, des acides organiques qui, en présence d'eau, vont altérer la roche. Donc c'est l'horizon C, vous vous souvenez, l'horizon dans lequel commence à s'altérer la roche-mère. Donc c'est un sol peu profond, caillouteux, et dans le système WRB, ça correspond à un leptosol. On peut aussi évaluer la texture, soit par une analyse au laboratoire, mais aussi tout simplement sur le terrain. Beaucoup d'agronomes ou de spécialistes du sol savent le faire. Donc la sensation au toucher va être différente selon la présence ou pas de sable et d'argile. On peut mouiller également une poignée de terre et voir si on forme un moule, quelque chose qui se tient ou pas. Ou même essayer de faire un ruban de terre. Plus il y a d'argile, plus le moule sera robuste et on peut faire un ruban de terre très long. C'est un peu comme quand on fait de la poterie, si on veut. Donc il est possible, on a comme ça des espèces de tables qui permettent d'essayer d'estimer la texture du sol en fonction de ses propriétés physiques dans la main. On peut faire également, pour établir le profil du sol, on doit faire un profil stratigraphique, c'est-à-dire le profil des horizons. Donc on va faire un carottage ou un profil à la pelle. On va faire un trou tout simplement dans le sol avec une bêche. Et on va regarder comment ça se présente à différentes profondeurs. Donc en général, on fait un profil stratigraphique dans les horizons qui sont explorés par les racines. C'est là que se joue la fertilité du sol pour l'essentiel. Donc entre 0 et 10 cm, on va définir la texture. Alors on aura surtout normalement de la matière organique. Entre 10 et 35 cm, eh bien, on va établir que la texture est un sable limoneux. Au-delà de 35 cm, on a un limon sableux, puis au-delà d'un mètre, on tombe sur la roche-mère. Et on va essayer d'estimer la structure, voir s'il y en a, s'il n'y en a pas, si elle est moyenne, si elle est dense. Et on peut également essayer d'estimer l'humidité, mais là, ça va varier selon les saisons. Donc ça n'a pas forcément d'intérêt pour caractériser le sol. Simplement, ça peut être un indicateur de la présence d'argile ou pas. Voyons maintenant les propriétés chimiques du sol, à savoir le pH et la capacité d'échange cationique, CEC, en commençant par examiner le rôle du calcaire dans le sol. Alors, le calcaire est constitué de carbonate de calcium, CaCO3, et il provient du matériau parental de la roche-mère. On peut aussi l'apporter sous forme d'amendements minéraux basiques. On va en parler tout à l'heure. Un amendement est un élément de fertilisation du sol, mais qui est adressé au sol lui-même et pas à la nutrition végétale. On le verra aussi lors du chapitre sur la fertilisation. Le calcaire intervient dans l'ensemble des propriétés du sol. Il est très important pour la structure, la stabilité structurale, on l'a vu tout à l'heure. Le CaCO3, donc le calcaire, libère des ions Ca2+, des cations, qui favorisent la flocculation des argiles et donc la stabilité des agrégats. Le calcaire a également des propriétés chimiques, il est alcalinisant, donc il va faire monter le pH, et il influence la biodisponibilité des éléments minéraux. Le calcium est échangé par le complexe argilo-humique avec les cations nutritifs. On va le voir tout de suite avec la CEC. Alors l'activité du calcaire, son impact est conditionné par sa solubilité, qui elle-même dépend de la dureté, de la grosseur des particules de calcaire. Sur le terrain, on peut déceler le calcaire sans forcément le quantifier, simplement avec un test à l'acide chlorhydrique, qui est dilué à 10%. On le verse sur la terre, et s'il y a une émission de CO2, on verra apparaître une mousse
par dégagement de ce gaz. Au laboratoire, on déterminera le calcaire total ou CaCO3 total. Et on peut aussi, dans certaines cultures, s'intéresser à l'indice de pouvoir chlorosant, IPC, qui est une estimation des risques de carence en fer. En effet, le calcaire et le fer sont deux cations divalents, Ca2+, Fe2+. Et donc, un excès de calcium dans le sol peut entrer en compétition avec le fer pour la nutrition végétale. Donc, l'indice de pouvoir chlorosant est calculé tout simplement comme le rapport entre le calcaire actif et le fer assimilable. C'est assez important en culture d'arbres fruitiers et en vigne. Ça permet de définir ce qu'on appelle la chlorose ferrique, donc une décoloration des feuilles liée à la carence en fer. À prendre en considération lorsqu'on sélectionne un porte-greffe, il faut connaître cet indice de pouvoir chlorosant. Le pH, maintenant, vous connaissez, donc c'est un indicateur de l'équilibre acido-basique du sol. On pourrait, en schématisant à l'extrême, même si c'est pas très rigoureux, simplement se le représenter de façon intuitive comme la quantité d'ions H+, de protons, dans la solution du sol et sur le complexe argilo-humique. On considère qu'un sol est alcalin lorsque le pH est supérieur à 8. Il est en général donc riche en carbonate, en oxyde et hydroxyde qui neutralisent, donc hydroxyde c'est OH-, qui neutralisent les ions H+. L'évolution de la matière organique dans des sols à pH élevé est entravée, donc la matière organique se minéralise lentement, difficilement. Ceci en raison du fonctionnement inoptimal de la biomasse microbienne du sol. Et ce type de sol basique peut diminuer la biodisponibilité de certains éléments, le fer, le manganèse, le zinc et dans une moindre mesure le phosphore. Les sols sont considérés acides lorsque leur pH est inférieur à 5,5. Dans ce cas, l'évolution de la matière organique, sa minéralisation est également entravée. On a une diminution de la biodisponibilité du bore, du cuivre, du molybdène, du calcium et du phosphore. Dans certains cas, on peut avoir une toxicité accrue pour les plantes par certains éléments, le manganèse, le zinc, mais surtout l'aluminium. Puisque à des pH très bas, l'aluminium minéral est dissous, il devient absorbable par les plantes et il va libérer donc des cations, Al3+, notamment, qui sont toxiques. On parle de toxicité aluminique. Il est très intéressant de regarder la biodisponibilité du phosphore en fonction du pH. Vous avez donc en abscisse sur ce graphique le pH du sol, entre 3 et 9. Et vous voyez les différents compartiments contenant du phosphore, ces différentes formes. Donc en haut, en vert clair, c'est le phosphore dissous dans la solution du sol. C'est celui qui est absorbable directement par les racines. Vous avez aussi en orange le phosphore non assimilable parce qu'il est fixé sur des oxydes de fer ou d'alumine. Donc le phosphore est sous forme de phosphate, chargé négativement, et donc il s'associe à des cations de fer ou d'aluminium. Et puis en rouge, vous avez le phosphore non assimilable parce qu'il est carrément précipité, donc sous forme de granules solides, par le fer, l'aluminium et le manganèse. En vert foncé, on a du phosphore relativement assimilable, c'est-à-dire qu'il est fixé sur les argiles. On va juste en reparler tout à l'heure. Donc les argiles sont chargées négativement, mais elles fixent des cations, par exemple le calcium, qui ont deux charges positives et qui donc peuvent se lier avec d'autres anions comme le phosphore. Et enfin, en bleu, on a du phosphore non assimilable qui est présent sous forme de cristaux, cette fois, donc des cristaux de phosphate calcique. On voit que le phosphore assimilable se situe est maximal pour des pH du sol compris entre 5 et 7, autour de 6. C'est là qu'on a les deux compartiments assimilables, donc le phosphore dissous et le phosphore fixé sur les argiles, qui sont maximum dans ces configurations. Le pH influence aussi la quantité de microbes et leur développement dans le sol. On a déjà évoqué, on le verra un peu plus tard aussi, que la biomasse microbienne était un facteur de fertilité des sols. Vous avez dans le diagramme en haut à gauche le nombre de bactéries cellulolytiques par gramme de terre. Donc ce sont des bactéries qui peuvent dégrader la cellulose, donc qui sont importantes pour dégrader les résidus végétaux, les pailles, les racines. Et vous voyez que leur nombre est maximal pour des pH autour de 6,5-7.
On a dans le diagramme en haut à droite le nombre de bactéries nitrificatrices, donc qui participent au cycle de l'azote et à produire donc des nitrates, assimilables éléments fertilisants importants pour les végétaux. Donc nombre de bactéries nitrificatrices par gramme de terre, là aussi on voit une augmentation exponentielle à partir de pH 6,5 à 7. Et puis les bactéries symbiotiques, donc symbiotiques des légumineuses, donc, qui sont également plus nombreuses à pH 7. Vous avez ici un certain nombre de bactéries de rhizobium, donc rhizobium trifoli associé au trèfle, phaséolie associé aux haricots et mélilotie associé à la luzerne. On voit que la quantité de rhizobium par gramme de terre augmente fortement pour des pH du sol compris entre 6 et 7. C'est par là qu'on a le maximum. Donc, la valeur du pH est très importante pour comprendre la fertilité du sol, que ce soit en termes de biodisponibilité des éléments minéraux, de toxicité aluminique ou de population microbienne. On peut établir dans des agrosystèmes, dans des champs, des cartes de pH. On verra que le pH est variable dans l'espace. Certaines parcelles peuvent être acides, d'autres moins acides. Et puis, variable dans le temps, puisque c'est quelque chose qui présente des variations importantes selon les saisons. Lorsque la température se réchauffe dans des conditions relativement humides sous nos latitudes au printemps, on a une activité microbienne qui reprend dans le sol et qui va dégrader de la matière organique, et ceci est de nature à faire baisser le pH, à acidifier le sol. Et le sol va ensuite reprendre un pH un peu plus élevé pendant les périodes un peu froides. Le pH varie également selon la profondeur et le type de travail du sol. On a sur ce graphique donc le pH en abscisse et la profondeur du sol en ordonnée, des valeurs négatives à partir de la surface. Eh bien, vous voyez que la courbe rouge, qui correspond à un travail du sol en semi-direct, c'est-à-dire une absence de travail du sol, montre un pH qui évolue en fonction de la profondeur, de façon régulière, un pH plutôt acide en surface, où se trouve beaucoup de matière organique en décomposition, et puis un pH qui devient un peu plus basique quand on se rapproche de la roche-mère, donc à moins 20 cm. Si on pratique un travail superficiel du sol, on va mélanger les premiers horizons du sol, les premières dizaines de centimètres, et on voit que ce gradient de pH est un peu atténué, c'est la courbe verte. Et enfin, si on fait un labour, donc un travail profond du sol, eh bien on va mélanger beaucoup plus les surfaces, et donc on va avoir un profil de pH plus homogène et plus proche de la neutralité sur les 15 premiers centimètres du sol. Qu'est-ce qui contribue à l'acidification d'un sol, c'est-à-dire à l'accumulation de protons H+ dans le sol? Alors, différents phénomènes climatologiques ou agronomiques. D'abord, l'épandage d'engrais et d'effluents d'élevage. Donc, globalement, l'activité de fertilisation est acidifiante. La lixiviation des nitrates, on va le voir, est également un facteur d'acidification. Le fait que les nitrates NO3- présents dans le sol soient entraînés par l'eau, eh bien, va acidifier le sol. Il peut exister des pluies acides, c'est moins courant dans nos pays qui se sont assez largement désindustrialisés et puis qui ont banni un peu les centrales thermiques à charbon. C'était beaucoup plus le cas dans les années 70-80, on avait en Allemagne des pluies acides très fréquentes, mais ça existe encore évidemment dans des pays en voie d'industrialisation ou récemment industrialisés comme la Chine. Le cycle de la matière organique, selon la dégradation de la matière organique par les micro-organismes, eh bien, on va avoir des variations de pH, je viens de le dire. Et puis l'excrétion de protons, H+, par la rhizosphère. Donc les racines elles-mêmes sont susceptibles de faire baisser le pH, et donc c'est-à-dire de faire s'accumuler des protons dans le sol. Alors regardons quelques-uns des mécanismes d'acidification. Tout d'abord, la volatilisation de l'ammoniac. L'ammoniac est issu, donc c'est un gaz, NH3, qui est issu, le gaz NH3 qui est issu donc de la perte d'un proton par l'ion ammonium, NH4+, qui lui est soluble dans l'eau. Et donc ce gaz va s'évaporer du champ, et on va avoir accumulation d'un proton dans le sol.
Donc les épandages, en particulier d'effluents d'élevage riches en ammoniac, vont entraîner, ou l'épandage duré aussi, même si c'est en 2 temps, est susceptible d'acidifier le sol par évaporation, par perte en fait d'ammoniac. Donc on voit ici qu'on a un double problème, c'est-à-dire qu'une partie de l'azote qui est apporté n'est pas disponible pour la plante puisqu'elle s'évapore sous forme gazeuse, et en plus, on acidifie le sol. Deuxième mécanisme, la lixiviation des nitrates. Les racines prélèvent les nitrates par un mécanisme qu'on appelle un sympore, c'est-à-dire qu'elles importent un cation et un proton en même temps, de façon à maintenir un équilibre des charges dans les tissus. Donc évidemment, si des nitrates sont entraînés par de l'eau percolante, eh bien, ça fait autant d'ions H+, qui seront non assimilés par les racines. Donc, on voit ici un phénomène indirect, c'est que les ions nitrates lixiviés pérennisent l'acidité qui est produite au cours de la nitrification. Troisième cas d'acidification du sol, le cas des légumineuses. Les légumineuses donc, fixent le diazote atmosphérique. Elles peuvent aussi absorber des nitrates, ce n'est pas un mécanisme exclusif, et elles absorbent le potassium, donc les plantes absorbent le potassium K+, toujours dans la même idée de maintenir un bilan net des charges à l'intérieur des tissus qui soit stable, neutre. Eh bien, elles font un antipore, c'est-à-dire que pour chaque cation K+, intégré dans la racine, il y a une sortie, une excrétion d'ion H+, d'un proton. Donc, par nature, les légumineuses ont tendance à acidifier le sol. Voyons maintenant le concept de capacité d'échange cationique, la CEC. C'est quelque chose de très important. C'est la quantité d'ions positifs, donc de cations, qu'un complexe argilo-humique peut potentiellement adsorber et échanger avec la solution du sol. Donc vous avez un schéma ici qui vous montre le complexe argilo-humique. Il s'agit d'argile chargée négativement, on l'a déjà dit, de matière organique, des acides, de l'humus chargé négativement aussi. Et toute cette matière chargée négativement est reliée par des cations divalents du type calcium, Ca2+, aluminium ou fer. Et donc ce complexe présente de très nombreuses charges négatives à sa surface qui vont permettre l'adsorption donc faible, grâce à des liaisons ioniques, de cations. Donc des cations Ca2+, K+, Fe2+, NH4+, Mg2+, Mn2+, etc. De façon indirecte, un certain nombre d'anions, comme l'acide phosphorique, HPO4-2-, peuvent être aussi fixés sur ce complexe argilo-humique grâce aux charges plus positives portées par exemple par le calcium. On exprime la capacité d'échange cationique en milli-équivalent pour 100 grammes ou en centimoles de charge positive par kilogramme de terre. Donc il faut bien comprendre que ce complexe argilo-humique, selon sa taille, selon le nombre de charges négatives qu'il va exposer à sa surface, va pouvoir fixer de façon provisoire et faible un certain nombre de cations qui pourront être échangés avec la solution du sol, c'est-à-dire être dissous dans l'eau du sol, et donc absorbables et disponibles pour les racines. En gros, plus la CEC est élevée, meilleures sont les capacités de stockage et de redistribution des nutriments par la solution du sol. Quand on parle des nutriments, ce sont ici les nutriments de charge positive, tels que le potassium. Qu'est-ce qui va influencer la capacité d'échange cationique ? C'est la quantité et la spécificité des argiles, le pH et la teneur en matière organique. Donc la quantité d'argile et la teneur en matière organique, on le voit directement sur ce schéma,
c'est pas compliqué de comprendre que plus il y en a, plus il y a de charges négatives, et donc plus il y aura de cations fixés sur ce complexe argilo-humique. Pour le pH, on va le voir après. Comment est-ce qu'on détermine la capacité d'échange cationique ? Il existe plusieurs méthodes. En France, la méthode officielle est la méthode de Medson. C'est donc une norme qui permet de comparer les sols et l'évolution de la capacité d'échange cationique en fonction des pratiques culturelles. La capacité d'échange cationique définie par la méthode de Medson est une capacité d'échange cationique potentielle d'un sol à pH 7. C'est-à-dire qu'on va se placer dans des conditions standardisées, donc à pH 7. On ne va pas tenir compte du vrai pH du sol, on va se placer à pH 7. Alors comment ça fonctionne ? D'abord, on va prélever évidemment un échantillon de sol, 2,5 grammes, qui sont broyés de façon standard. Et cet échantillon va être saturé en ion ammonium, NH4+, par des percolations successives d'une solution d'acétate d'ammonium à 1 molaire. Le pouvoir tampon de cette solution d'acétate d'ammonium va ramener le pH à peu près autour de 7. C'est ça qui constitue une des caractéristiques principales de la méthode de Medson, c'est qu'on opère la mesure à pH 7. Ensuite, les ions ammonium NH4+, donc, qui ne se sont pas fixés sur le complexe argilo-humique, donc qui sont en excès, sont lavés par des percolations d'alcool éthylique, d'éthanol. Donc il nous reste à ce stade, une fois qu'on a fait ça, un échantillon de terre broyée qui est saturé en ion ammonium sur son complexe argilo-humique et qui baigne dans de l'alcool éthylique. Ensuite, les ions ammonium qui étaient fixés sur le complexe argilo-humique sont désorbés, ils sont échangés en fait, grâce à une solution de chlorure de sodium à 1 molaire. Les ions sodium, Na+, vont remplacer les ions ammonium sur le complexe argilo-humique et donc libérer les ions ammonium. Ces ions ammonium sont ensuite simplement dosés par spectrocolorimétrie dans la solution de chlorure de sodium qui contient donc l'ammonium dissous, qui a été après filtration. Les concentrations qui sont trouvées sont converties en centimoles de charge positive par kilo de terre. Donc c'est important de bien comprendre le fonctionnement de cette mesure, et sa particularité, c'est qu'on dose la CEC à pH 7. Quelles sont les relations entre la CEC et le pH ? Donc imaginez que vous avez une représentation du complexe argilo-humique, là, en haut à gauche, c'est le cercle blanc qui présente à sa surface des charges négatives et qui donc absorbe à sa surface des cations. Ces cations, le potassium en rose, du calcium en bleu, du magnésium, des ions ammonium, et puis aussi en rouge des protons, H+. Eh bien, si le sol s'acidifie et que des protons s'accumulent dans le sol, eh bien, statistiquement, ils vont beaucoup plus se fixer sur le complexe argilo-humique et ils vont déplacer les autres ions, en particulier des ions calcium, Ca2+. Donc, c'est ça la relation entre le pH et la CEC. C'est que le complexe argilo-humique peut être saturé en cations utiles, de type potassium, magnésium, ammonium, ou en cations inutiles, du type proton, H+. Et ça, c'est évidemment pH dépendant. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on mesure le taux de saturation de la capacité d'échange cationique. Le taux de saturation. Donc. La CEC Medson nous donne une mesure empirique du potentiel de capacité d'échange cationique du sol. C'est un potentiel mesuré à pH 7. Eh bien, le taux de saturation va consister à faire le rapport entre la concentration en cations, calcium, magnésium, potassium et sodium, le rapport avec la capacité d'échange cationique Medson, c'est-à-dire la capacité standard potentielle à pH 7. Donc, dans un sol acide, le taux de saturation, S sur CEC, va être de l'ordre de 50%. C'est-à-dire que les cations utiles ne représentent que la moitié des cations effectivement absorbés sur le complexe argilo-humique. Le reste, ce sont des protons H+.
ici dans la figure, hein, en bas à gauche, sont représentés aussi des ions Al3+. Dans un sol neutre, donc, alors ça c'est dans le cas d'un sol qui a un pH bas, qui est autour de 5. Dans un sol proche de la neutralité, le taux de saturation de la CEC est d'environ 85%. Donc on a essentiellement des ions utiles, du calcium, du potassium, qui sont fixés sur le complexe argilo-humique. Dans un sol basique, dont le pH de l'eau est d'environ 8, eh bien on a un taux de saturation proche de 100%. Donc on peut dire que le taux de saturation de la CEC, donc S sur CEC, est un indicateur de l'acidité et il est corrélé d'une certaine façon au pH. C'est encore une représentation de la même chose ici. Vous avez à gauche un sol désaturé, le taux de saturation de la CEC est inférieur à 100. On a un sol acide avec un excès de protons, H+. Et dans un sol saturé, à droite, un sol neutre, vous avez l'essentiel des charges négatives qui sont prises par les ions calcium, et le taux de saturation peut être de 95%, et vous pouvez même avoir un taux de saturation supérieur à 100, puisque le taux de saturation, c'est la concentration en ions calcium, sodium, etc., mais essentiellement calcium, en fait, c'est les plus abondants, sur la CEC Medson. Eh bien, si vous avez un taux de saturation supérieur à 100, ça veut dire que vous avez un excès d'ions, de cations solubles de Ca2+, donc, dans la solution du sol. On peut regarder au cours du temps l'évolution du pH et de la CEC Medson dans un sol. Donc ça, ce sont des mesures qui ont été faites par carottage donc dans un sol vendéen qui contenait 15% d'argile et 1,6% de matière organique. Donc sur une année, eh bien, la courbe bleue montre l'évolution du pH en fonction du temps. Et on voit effectivement un pH plus élevé dans les mois froids, qui baisse rapidement au printemps quand le sol se réchauffe et que les activités microbiennes reprennent. On a une activité microbienne donc, qui dégrade la matière organique, ce qui acidifie le sol, et une remontée du pH lors des mois plus froids à la fin de l'automne. Par contre, la CEC Medson, elle, est beaucoup plus stable. C'est une caractéristique du sol qui dépend de la quantité d'argile, on l'a dit, et de la quantité d'acide humique. Donc, c'est quelque chose qui évolue beaucoup moins dans le temps que le pH. Cette capacité d'échange cationique est un paramètre très important de fertilité du sol. Donc, on l'a vu, c'est un réservoir potentiel d'éléments nutritifs. Donc, on utilise toujours la capacité d'échange cationique pour établir un plan de fertilisation. Ça va permettre de définir des quantités d'apport efficaces et le type d'apport. Est-ce qu'on doit fractionner ou pas ? Dans les sols à capacité d'échange cationique faible, par exemple les sols sableux, il y a peu d'argile, les opérations de fertilisation sont réduites en quantité, parce que l'essentiel va être perdu par percolation ou par lixiviation, et renouvelé régulièrement. On va beaucoup plus fractionner que dans un sol riche en argile, par exemple. Notez qu'on peut corriger certaines propriétés physico-chimiques du sol, en particulier le pH et la CEC. La CEC et son taux de saturation peuvent évoluer sous l'influence d'apports d'amendements, donc des amendements organiques, et des amendements minéraux basiques, notamment dans le cas des sols acides. Quelques points de repère. Donc la capacité d'échange cationique, on l'a dit, mesure le réservoir potentiel en cation du sol. Une capacité d'échange cationique inférieure à 10 centimoles de charge positive par kilogramme de sol est faible. Supérieure à 15 centimoles de charge positive par kilogramme de sol est forte. Le pH donne une indication de la saturation de ce réservoir. Plus le pH est bas, plus le réservoir de cation est vide, en fait, et contient des ions H+, à la place des ions importants du sol. Donc dans ce cas-là, on peut essayer de corriger le pH. Et si le pH du sol est supérieur à 7,4, on est en excès de cations par rapport à la capacité d'échange cationique, le réservoir de cations déborde. Donc on va avoir un taux de saturation supérieur à 100. C'est ce qui est indiqué dessous, hein, le S sur CEC, donc le taux de saturation de la capacité d'échange cationique, inférieur à 70 pour les prairies ou inférieur à 80 pour les terres labourées. On a une saturation faible. On peut apporter
des cations sous forme d'amendement basique. Si le taux de saturation est près de 100%, c'est qu'il y a des particules de calcium libres qui ne sont pas fixées par la CEC. Et s'il est vraiment très supérieur à 100, entre 100% et 150%, le phosphore du sol va être en fait retenu par le calcium et il devient non assimilable. Donc il va falloir l'apporter sous forme d'engrais soluble. Quels sont ces amendements minéraux basiques qui permettent de corriger les propriétés physico-chimiques du sol? Donc, ils sont constitués d'un anion basique et d'un cation accompagnateur. Par exemple, l'oxyde de calcium, la chaux vive, CaO, qui contient O2-, une base forte qui réagit très vite avec l'eau pour donner des ions hydroxyde OH-. Donc on comprend le caractère basifiant de ce produit. Il y a également l'hydroxyde de calcium, CaOH2, qu'on appelle aussi chaux éteinte, donc qui contient un anion basique OH-. Le carbonate de calcium, CaCO3, ou de magnésium, MgCO3, qui va donc libérer du CO3- et du HCO3-, qui sont des bases faibles. Le silicate de calcium, qui va libérer donc du SiO3-, qui est une base plutôt forte. Quel est le mode d'action de ces amendements minéraux basiques? Prenons le cas donc de l'oxyde de calcium, CaO. Lorsqu'il est en présence d'eau dans le sol, après avoir épandu l'amendement, il va se dissocier donc en un ion calcium Ca2+, et en deux ions hydroxyde OH-. Ces ions hydroxyde vont réagir avec les protons du sol qui sont attachés sur le complexe argilo-humique pour donner de l'eau. Et puis, dans un quatrième temps, le calcium, l'ion calcium, va prendre la place de ces deux ions, de ces deux cations sur le complexe argilo-humique. Donc on a un effet neutralisant et aussi une saturation du complexe argilo-humique. Ici, une petite expérience qui montre l'effet spectaculaire d'un amendement organique. Donc vous avez un sol de référence en haut à droite, qui présente peu de structure. Si vous mettez une solution ammoniaquée NH4NO3, donc de l'ammonitrate, sur le sol, eh bien, on a vu que c'était de nature à acidifier le sol. Le gaz ammoniac NH3 s'évapore et laisse des cations H+ dans le sol. Donc ça ne va pas dans le sens d'une saturation du complexe argilo-humique et d'une structuration améliorée du sol. Si vous mettez une solution KCl, eh bien, le KCl se dissocie dans le sol pour donner KOH qui laisse un proton également dans le sol. Par contre, si vous mettez de l'oxyde de calcium, eh bien, on a le phénomène que je viens de décrire avec une neutralisation des protons et une fixation du calcium sur le complexe argilo-humique qui donne une structure là, qui est tout à fait visible, des petites modes, des petits agrégats qui sont simplement liés à la présence maintenant de calcium dans le complexe argilo-humique. Donc un double effet sur le pH et aussi sur la structure, donc une propriété physique importante pour la fertilité du sol. Donc ce sol va être beaucoup mieux structuré, il va avoir de la porosité, il va être plus filtrant, moins imperméable, plus aéré, bien plus propice à l'agriculture. On peut regarder les analyses de terre réalisées sur le territoire français qui montrent la répartition dans l'espace des pH de sol. Plus on va vers le rouge, plus ce sont des pH bas, donc des sols acides, et le vert représente des sols basiques, avec des pH supérieurs à 8. Eh bien, on constate que le bassin méditerranéen, l'est du bassin parisien, et puis le bassin bordelais sont plutôt des terres à pH élevé, donc basiques, alors que dans le Massif central ou dans le Jura, dans le sud-ouest et en Bretagne, on aura des sols plutôt acides. L'INRA a même développé une base de données qui permet de consulter les régions dans lesquelles une correction du pH devrait être effectuée en fonction de seuils prédéfinis. Donc si on fixe un seuil de correction à tous les sols qui ont un pH inférieur à 6,3, vous voyez qu'on a un certain nombre de régions dans le graphique de gauche,
dans le Massif central en particulier, qui nécessiterait une correction. Et puis si on met le seuil à 6,8, beaucoup de sols en Bretagne, dans le sud-ouest, dans l'est dans le Massif central, nécessiteraient en fait une correction. On remarque également que le bassin méditerranéen est relativement épargné par ce besoin en correction, puisqu'on a des sols qui sont à pH plutôt élevé. Alors, pour raisonner l'amendement basique, on va réaliser d'abord des analyses de terre. Donc, dans une zone homogène représentative, avec des repères pour retrouver ensuite ces prélèvements à l'aide d'un positionnement GPS et établir une carte de l'acidité, un peu comme celle que j'ai présentée tout à l'heure. On va éviter de prélever à une période où le pH est extrême. On a vu que ces variations étaient importantes au cours de l'année. On le refera tous les 3 à 5 ans dans la même zone, dans les mêmes conditions, de façon à comparer l'évolution, surtout si on change de pratique culturale ou si on fait un amendement, on va vouloir suivre l'effet de ces travaux sur le pH. On évite également de le faire juste après un apport d'engrais, puisqu'on a vu que ça avait tendance à acidifier le sol. Alors la façon de faire, c'est une méthode scientifique, donc on va appliquer un certain nombre de principes tels que la répétition des mesures. On va faire 15 carottes par échantillon pour avoir un échantillon global de 500 grammes. On le fera sur la profondeur d'enracinement en général, de façon à monitorer, à analyser ce qui se produit dans la zone qui concerne les végétaux. Les indicateurs ensuite qu'on va mesurer sur cet échantillon de terre, évidemment, je vais montrer que les plus simples et les plus évidents. Le pH de l'eau du sol, qui mesure l'acidité en fait d'une suspension de terre dans de l'eau. L'avantage, c'est que c'est facile, c'est pas cher, et on peut établir, on a beaucoup de recul et avec de nombreuses références agronomiques. La limite, c'est les variations annuelles, on l'a déjà dit. Et l'explication agronomique, évidemment, plus le pH est bas, plus la concentration en protons et en aluminium dans le sol est élevée, avec des risques éventuels de toxicité. Donc la toxicité aluminique, cet excès d'ions Al3+, échangeable, susceptible d'être absorbé par les plantes puisque solubilisé dans l'eau du sol, apparaît pour des pH de l'eau inférieurs à 5,5. Ce risque est peu fréquent en France, donc il concerne moins d'1% des sols. Par contre, dans le monde, c'est 40% des sols qui sont concernés, et dans un pays comme le Rwanda, c'est jusqu'à 85%. Donc d'un point de vue de l'agronomie globale et de la sécurité alimentaire globale, c'est un réel problème agronomique à traiter. Les autres indicateurs, ceux qui concernent la capacité d'échange cationique, la CEC Medson, donc cette capacité d'échange cationique standard à pH 7. L'avantage aussi, c'est qu'on a beaucoup de recul, c'est une méthode de référence, donc on a énormément de recul. Ses limites, c'est que ce n'est pas la CEC réelle, c'est une CEC conventionnelle. Et l'explication agronomique, elle mesure les charges négatives disponibles à pH 7 pour fixer des cations. Ensuite, le taux de saturation de la CEC, qui va être la somme des ions calcium, magnésium, potassium et sodium que divise la CEC Medson, donc la CEC de référence. Donc c'est intéressant puisqu'on va mesurer ici la part des charges négatives à pH 7 occupées par les cations, donc qui sont saturés en calcium, en potassium, etc. Alors, ça entretient, oui, une idée fausse qu'on entend parfois dans les milieux techniques, disons, c'est que ces cations, calcium, magnésium, seraient basiques. C'est faux, c'est la base associée qui a éventuellement un pouvoir basique lorsqu'elle est apportée, donc les ions hydroxy OH-, par exemple. Le troisième indicateur, c'est un taux de saturation simplifié qui ne concerne que le calcium. Donc c'est le taux de saturation en calcium, Ca sur CEC. Donc l'intérêt, c'est qu'il permet de mesurer la saturation d'un ion flocculant, puisque le calcium possède 2 charges positives. Il peut se lier d'un côté à une particule d'humus, de l'autre à une particule d'argile, ou entre 2 particules d'argile. Et donc c'est le cation qui, par son abondance et ses doubles charges, a le plus gros effet sur la stabilité structurale du sol. Dernier indicateur, l'aluminium échangeable. Donc l'intérêt dans les sols qui sont vraiment très très acides, de pouvoir évaluer la toxicité de cet ion. Donc pour raisonner l'amendement basique, on peut avoir en tête aussi que le sol se comporte comme une solution tampon. Donc ce qu'on appelle le pouvoir tampon,
est généralement lié en solution à la présence d'un acide faible et de sa base conjuguée. Ce qui fait que l'apport de protons ou le retrait de protons de la solution ne modifie pas le pH, il va simplement modifier l'équilibre entre l'acide et la base. Donc si on ajoute des protons, ils sont tout de suite immobilisés en se fixant sur la base associée et ne sont plus disponibles dans la solution pour modifier le pH. Et dans le sol, en fait, le complexe argilo-humique, finalement, se comporte comme un couple acide-base faible en échangeant des cations avec la solution du sol. C'est-à-dire que le complexe argilo-humique a un pouvoir tampon. Il est capable de tamponner les modifications de pH. Plus le sol est pourvu en complexe argilo-humique, donc matière organique et argile, plus son pouvoir tampon est grand, parce que l'apport ou le retrait de protons est compensé par le déplacement des ions du complexe argilo-humique. Les protons en excès dans la solution du sol se complexent sur les colloïdes qui relâchent alors du calcium, et inversement, les protons de la solution du sol neutralisés par les ions hydroxy sont remplacés par des protons libérés des colloïdes. Comment calculer les apports ? En fonction du statut acido-basique ou de la CEC souhaitée. On va d'abord réaliser une neutralisation de la toxicité aluminique éventuelle. On l'a vu, c'est rare en France. Et ensuite, on va ajuster le pH à la valeur désirée, donc dans la zone de la courbe où le pouvoir tampon est moyen à faible. D'abord, regardons ce qui se passe quand on veut neutraliser la toxicité aluminique. On a des ions Al3+, fixés sur le complexe argilo-humique. Le besoin en base sera la quantité d'aluminium à insolubiliser que multiplie la quantité de terre. Donc on va apporter autant de base qu'il y a d'aluminium à solubiliser. Il faudra tenir compte de la molarité, puisque ici, on a un aluminium qui occupe 6 charges. Donc une mole de valeur neutralisante, Vn, neutralise 2 charges, c'est-à-dire c'est le calcium, Ca2+. Il va falloir donc 3 moles de Ca2+, pour neutraliser 2 moles d'aluminium. Ensuite, on peut procéder, ou indépendamment, s'il n'y a pas de toxicité aluminique, à un ajustement du pH du sol ou de sa capacité d'échange cationique. Dans les exercices que je vais vous donner, et dans les examens, ce sera toujours une correction de la capacité d'échange cationique. Je trouve que c'est intellectuellement plus simple à comprendre. Donc, dans ce cas-là, le besoin en base, ce sera la capacité d'échange cationique, mesurée dans le sol, que multiplie la différence de saturation de la capacité d'échange cationique souhaitée. Par exemple, on veut passer de 50% de saturation à 60%, donc il y a un delta de 10%, que multiplie la quantité de terre qui correspond à la quantité de terre fine, c'est-à-dire la terre ne comptant pas les éléments grossiers, c'est très important, eux ne participent pas à la CEC, il ne faut pas les prendre en compte, que multiplie la densité de la terre, que multiplie la profondeur sur laquelle on veut effectuer la modification. Donc les besoins, on les exprimera en valeur neutralisante par hectare, c'est-à-dire d'une certaine façon en équivalent CaO, en équivalent oxyde de calcium. Donc on va le voir juste après. Voyons les éléments maintenant du calcul. Première chose, quelle est la quantité de terre par hectare dans laquelle on souhaite modifier la capacité d'échange cationique ? Et bien pour ça, on va prendre la profondeur. On va simplement modifier les unités pour avoir des unités cohérentes, donc en mètres, 30 cm, donc la profondeur d'exploration des racines, par exemple, ça fera 3, 10 moins 1 mètre. 1 hectare, c'est 10 000 mètres carrés, c'est-à-dire 10 puissance 4 mètres carrés, et on a un volume donc sur cet hectare sur 30 cm, donc qui va correspondre à 3 millions de décimètres cubes. Donc on va convertir nos unités en décimètres cubes. Connaissant la densité, qui sera une donnée du problème, de 1,5 kg par décimètre cube, on a 4,5 10 puissance 6 kg par hectare de terre. Maintenant, on va multiplier ça par le pourcentage de terre fine par kilo de terre. Donc si on a un sol qui contient 95% de terre fine, ça nous fera 4,3 10 puissance 6 kg par hectare de terre. Donc ça, c'est un calcul qu'il faut savoir faire. On vous donnera la profondeur, la densité, le pourcentage de terre fine. Il faut être capable de calculer la masse de terre par hectare. Ensuite, on va s'exprimer en équivalent CaO, en équivalent centimole de charge positive par gramme d'oxyde de calcium, puisque le produit qu'on va apporter donc, sera
de l'oxyde de calcium ou quelque chose d'équivalent à de l'oxyde de calcium. Donc il faut savoir combien de centimoles de charge positive représente 1 gramme d'oxyde de calcium. Donc pour ça, on dispose de la masse molaire du CaO, 56 grammes par mol. Ça veut dire que 1 centimole, c'est-à-dire 10 moins 2 mol, correspond à 0,56 grammes. Donc ça, c'est la masse de 1 centimole d'oxyde de calcium. Comme il y a 2 charges sur l'oxyde de calcium, c'est Ca2+, 2 charges positives, ça veut dire que dans 1 centimole de CaO, j'aurai 2 centimoles de charge positive. Donc 1 centimole de charge positive correspond à 0,56 sur 2, 0,28 grammes d'oxyde de calcium. 1 centimole de charge positive correspond à 0,28 grammes d'oxyde de calcium. On convertit en kilogrammes, on a 28, 10 puissance moins 5 kg de CaO. Donc on peut maintenant faire l'exercice suivant, calculer le besoin en base, donc en équivalent CaO, en kilos par hectare à épandre, pour passer d'un taux de saturation de la CEC de 70% à 80%, sachant que la CEC mesurée du sol est de 10 centimoles de charge positive par kilo, la densité du sol 1,5 kg par décimètre cube, et la profondeur de 30 cm, et qu'il y a 95% de terre fine. Vous voyez qu'on reprend largement les éléments des calculs qu'on vient juste de voir. Eh bien donc, le calcul sera le suivant. Ma CEC, 10 centimoles de charge positive par kilo de terre, que je multiplie par le changement souhaité, c'est-à-dire 10% de ça, 80 moins 70 sur 100. Je convertis en charge positive, donc je multiplie par 28, 10 moins 5 kg de CaO par centimole de charge positive, et je multiplie enfin par la quantité de terre. Donc 1,5 que multiplie 3, 10 puissance 6, que multiplie 95%, et j'obtiens 1197 kg d'équivalent CaO à apporter par hectare. Notez, les unités sont très importantes. Ne mettez jamais un résultat sans unité. Pour vérifier que vous n'avez pas fait d'erreur, vous pouvez utiliser toutes les unités du calcul et voir comment elles s'annulent les unes les autres, et donc vous avez l'unité restante. Donc ici, des kilogrammes sur des hectares, des kilogrammes par hectare. C'est la valeur neutralisante à apporter, ou l'équivalent CaO. C'est important parce que tous les produits n'ont pas la même valeur neutralisante. Et donc c'est ce qu'on va voir. Par convention, donc, on utilise l'ACAO, donc l'oxyde de calcium, mais il existe des produits qui ont une valeur neutralisante différente. Donc déjà, il faut tenir compte du pourcentage d'oxyde de calcium dans le produit. C'est ce que vous avez à gauche. Si mon produit à épandre contient 95% de CaO, eh bien, sa valeur neutralisante, ça va être 95 pour 100 kg. C'est-à-dire qu'il faudra en tenir compte pour savoir quelle est la dose totale à épandre afin d'atteindre la valeur neutralisante qu'on a calculée. Si on a un carbonate qui contient 54% de CaO, c'est-à-dire à peu près la moitié de sa masse est constituée d'oxyde de calcium, il faudra en épandre quasiment 2 fois plus pour atteindre la valeur neutralisante calculée. Et puis il y a des produits qui n'ont pas la même valeur neutralisante. Par exemple, évidemment par définition, une unité de valeur neutralisante, c'est ce qu'on a dans l'encart en bas à droite, correspond à 1 kg de CaO. Mais l'oxyde de magnésium, MgO, lui, a une valeur neutralisante plus grande de 1,4 unités de valeur neutralisante. C'est-à-dire que une tonne de chaux magnésienne, MgO, titrant 72% de CaO et 18% de MgO, apporte 720 kg de CaO fois une unité de valeur neutralisante, plus 180 kg de MgO à 1,4 unités de valeur neutralisante. C'est-à-dire qu'une tonne de ce produit apporte 972 unités de valeur neutralisante. Il faut tenir compte de sa composition. On va faire le calcul suivant, donc, à partir du besoin en valeur neutralisante calculé dans l'exercice précédent, quelle quantité de carbonate à 54% de CaO faut-il épandre pour apporter la valeur neutralisante calculée précédemment ? Idem, c'est-à-dire même question, on refait le calcul, vous allez le refaire avec du lithotame cette fois. Le lithotame, c'est un gravier calcaire de plage, qu'on appelle aussi le merle, et qui titre 42,5% de CaO et 3% de MgO. Donc, je vous laisse le temps de calculer. Vous pouvez mettre sur pause. Et on va voir la correction. Eh bien, 1 kg de carbonate, c'est ça le raisonnement, correspond à 0,54 valeur neutralisante, unité de valeur neutralisante.
On va donc apporter 1197, c'est le besoin en valeur neutralisante, que divise 0,54, 2217 kg par hectare de cet amendement. Vous voyez que c'est logique, hein, on apporte beaucoup plus que ce qu'on avait calculé tout à l'heure, quasiment le double, puisque le produit contient seulement pour moitié d'oxyde de calcium. Maintenant, avec du lithotam, c'est un peu plus compliqué. Il faut tenir compte des valeurs neutralisantes respectives du CaO et de MgO. Eh bien, on va avoir 1 kg de lithotam qui correspond à 0,425 plus 1,4 fois 0,3, c'est-à-dire la teneur en MgO et sa valeur neutralisante, ce qui fait un total de 0,467 valeurs neutralisantes. Donc ça veut dire que si on veut une valeur neutralisante de 1197, on va la diviser par 0,467, il va falloir épandre 2563 kg par hectare de ce produit pour atteindre la valeur neutralisante de 1197 kg par hectare. Donc ces calculs sont importants. Je vous demande souvent dans les examens de savoir les faire et de les comprendre. Dans l'absolu, pour conclure, il faut retenir qu'il n'existe pas de statut acido-basique universel. Dans la pratique, on le détermine en tenant compte du type de sol et du système de culture. Donc les indicateurs qui sont les plus utilisés sont le pH de l'eau du sol et le taux de saturation de la CEC Medson. Donc quelques exemples, en grande culture et prairies temporaires, on peut avoir des pH compris entre 6,5 et 6,8 et un taux de saturation entre 100 et 120. En système betteravier endivier, on aura un pH plus proche de la neutralité et un taux de saturation plus élevé de 130%. En revanche, dans des prairies de longue durée, on aura un pH plus bas, 6,3, et un taux de saturation du coup inférieur, autour de 90% de saturation. Et dans les vignes, ça pourra s'étendre entre 6,2 et 7 de pH, et un taux de saturation entre 85 et 130%.